Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interviewe Anne-Laure Viard qui a remporté la médaille de bronze en K2 500 mètres aux Jeux Olympiques de 2008 aux côtés de Marie Delattre. Qui est-elle et surtout comment a-t-elle fait ? Que devient-elle aujourd'hui ? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Anne-Laure et ses secrets. Salut Anne-Laure, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, ça va très bien, je te remercie. Alors je voulais faire ce podcast parce que j'ai interviewé ta partenaire de l'époque avec qui tu avais fait une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin et tu as inspiré pas mal des filles qui sont aujourd'hui en équipe de France, qui ont grandi avec cet exemple de la médaille. Et donc je voulais qu'on revienne un peu sur ton parcours, sur comment tu as fait pour aller aussi haut en termes de performance. Donc on va commencer par tes débuts. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as commencé le kayak ? Ah ben oui, je me souviens très bien. J'avais 10 ans. Donc l'année de mes 10 ans, en fait, j'ai commencé grâce à mon petit voisin, donc dans le village de chez mes parents, qui en fait lui pratiquait déjà depuis quelques mois. Donc Mathieu et donc un jour, donc on était du même âge, donc un jour il me propose de venir essayer le kayak, voilà, tout simplement, donc à Auxonne. Donc c'est une petite ville qui se situe à une quarantaine de kilomètres de Dijon. Et donc voilà, c'était au printemps, donc je crois qu'il était plutôt beau, donc pour commencer le kayak, c'est pas désagréable. Voilà, ça m'a plu tout de suite. En fait, je suis rentrée le soir chez moi et j'étais super contente de mon après-midi et c'était super bien passé. Et voilà, et j'ai dit voilà, c'est le sport que je veux faire. Voilà, à 10 ans. Et auparavant, tu avais fait d'autres activités sportives ? J'avais fait un petit peu de basket, mais je crois que ça m'avait pas vraiment plu. Et sinon, non, j'avais pas fait d'autres activités. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu étais déjà plus grande que la plupart des filles ? J'ai vu que tu étais assez grande. Ouais, c'est vrai que oui, j'étais quand même plus grande que la moyenne, ouais. Quand tu as commencé le kayak, c'était dans ton club, c'était multi-activité. Je veux dire, il y avait eau vive et eau plate, ou c'était que eau plate ? Non, c'était principalement eau plate. Donc c'était sur la Saône que j'ai commencé. Donc c'était principalement eau plate. Après, ça nous arrivait quand même d'aller dans le Jura faire la descente de la Loue, faire un petit peu de rivière, mais c'était pas de la compète. C'était pour découvrir un peu d'autres activités, mais les compètes c'était vraiment principalement course en ligne. Est-ce que rapidement tu t'es retrouvé meilleur que tes collègues, tes partenaires d'entraînement dans ces jeunes années ? Rapidement, je me souviens pas trop. C'est vrai qu'il y avait un bon petit groupe de compétiteurs, donc qui avaient mon âge ou 1 ou 2 ans de plus. Mais il y en avait qui se débrouillaient vraiment bien, dans les catégories minimes, cadets. Et c'est vrai que du coup, c'est motivant quand tu arrives dans un groupe comme ça. Déjà, là, vraiment l'ambiance était vraiment bonne et du coup, c'est vrai que ça motive un petit peu. Alors c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué, surtout que les premières séances, je me rappelle, j'étais dans des bateaux, les bateaux plastiques de découverte et d'initiation. Et voilà, je passais plus de temps à faire des ronds sur l'eau que vraiment à faire du kayak. Mais après, rapidement, je suis monté dans des bateaux de course en ligne et après, je me souviens pas si rapidement, j'ai dû intégrer le groupe et voilà, au moins ça me motivait à les suivre. Tu dis que rapidement, tu étais dans un bateau de course en ligne. Tu as mis combien de temps de passer du bateau plastique à un bateau de course en ligne ? Très rapidement. Après, je sais pas, j'ai dû faire 400 séances dans un bateau plastique. Après c'était, je pense, je sais pas si ça existe encore, mais c'était ce qu'on appelait des CAPS. Donc en fait, c'était des bateaux. Là, ça peut être un peu l'équivalent aujourd'hui des TT donc c'est vraiment très stable en fait. C'est il y avait pas plus de soucis que ça. Mais et avant d'être dans un vrai bateau de course en ligne, alors tu as mis combien de temps ? Après ça, c'est un vrai bateau de course en ligne quand même. C'était les formes de l'époque. Dans un truc qui est pas hyper stable. Je m'en souviens pas. J'ai peut-être mis un an, un an ou deux. Donc c'était assez rapide alors. Je m'en rappelle pas. Là, je t'avouerai que ça, je m'en souviens pas.
Et est-ce que tu te Mais souviens oui, de ça ta très rapide. Ouais. première compétition de course en ligne? Il me semble que c'était à Nevers, mais est-ce que c'était la même année ou l'année suivante? Ça, par contre, je pourrais pas te dire. Mais et je me rappelle qu'effectivement, j'étais vraiment, comme tu disais tout à l'heure, en fait, j'étais vraiment plus grande que toutes les autres. Et c'est vrai qu'on m'a vu un peu débarquer. C'est vrai que du coup, je dénotais un petit peu par rapport aux autres, mais voilà, j'avais 10 ans, 10 ou 11 ans. Hein, donc, mais c'est vrai que du coup, tout le monde me regardait un petit peu en me disant, voilà, mais c'est qui? Surtout à cet âge-là, c'est un peu rigolo. Quand il y a des nouveaux, on les remarque tout de suite. Ouais, bah t'étais faite pour le kayak. Moi, j'ai l'impression, en regardant un peu les morphotypes, que sur les courtes distances, en tout cas, plus t'es grand et lourd entre guillemets, mieux c'est. On voit, si t'es tout petit, on voit que c'est beaucoup plus difficile, car il y en a beaucoup moins qui Oh, sortent du lot que des grands. oui, c'est sûr, ça doit aider, ouais. C'est sûr qu'en termes de levier et tout ça, ça doit aider, ouais, d'avoir voilà, des grands segments, et d'être plutôt grand, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de petits, entre guillemets, ouais, dans le kayak. Ouais, il y en a pas beaucoup. Alors après, sur les longues distances, il y en a un peu, mais sinon, c'est vrai que ça a Oui, l'air. oui, Sur le sprint, ils ont tous l'air, c'est ça, ou ouais. elles ont toutes l'air grandes et costauds, quoi. C'est ça. Donc là, bah, on est à 10-11 ans. Ouais. À partir de quand le kayak a pris vraiment une grande importance dans ta vie? Est-ce que tu as rapidement, par exemple, fait des médailles quand tu as fait les championnats de France minimes ou pas? Ouais. Des minimes, en fait, j'ai fait mes 2 années de minimes. J'ai couru les monoplaces. Donc, parce qu'à l'époque, le fond était aussi en monoplace. Aujourd'hui, c'est en équipage, mais avant, c'était en monoplace. Et donc, mes 2 années, j'ai fait des médailles sur le 500 et le 2000. Et j'ai même fait championne de France en minime 2, en K1 500. Ah, pour les minimes, le 200 n'existait pas? Ou c'est arrivé bien plus Non, tard? non, non. Ah oui, bien plus tard, ouais. Et encore aujourd'hui, ça n'existe pas. Il Donc ne quand on faut est que du minime, c'est juste 500. le 500 et le 2000 alors. Ben voilà, ouais. À mon époque, ça fait un peu vieille, mais à mon époque, ouais, c'était du 2000 en K1. Aujourd'hui, c'est le fond, ça se court en 4 places et c'est sur du 3000. Ouais, ça fait quelques années que c'est comme ça maintenant, mais voilà. Est-ce que quand tu es championne de France minime, tu te Ouais. dis que tu peux viser le haut niveau ou pas du tout? Euh, oui, bah, ouais, c'est un peu délicat quand même quand on est minime. Voilà, en plus on découvre l'animation nationale, on découvre les championnats de France. Après le haut niveau, non, ça vient plus tard quand même. Ça vient plus tard. Parce que là, quand tu es minime et championne de France, tu es au-dessus, Ouais. entre guillemets, des autres. Donc, tu vois, j'essaye de me mettre à ta place a posteriori. Je me dis, ah bah moi, si je suis champion de France minime, je vise après le champion de France cadet, puis junior. Tu vois, je vois le plan, entre Oui, guillemets. oui. Ouais, c'est vrai que t'y penses un petit peu. Mais ouais, non, c'était pas forcément une obsession, quoi. C'était, voilà, je continuais mon petit bonhomme de chemin, quoi. C'était, voilà, j'étais championne de France minime et puis voilà, j'allais continuer puis voir comment ça allait évoluer, À ce moment-là, tu simplement. t'entraînais comme tous les jeunes 2 fois par semaine. Ouais, c'est ça, ouais. Le mercredi et le samedi, ouais. Et à partir de quand, alors, tu as augmenté la fréquence d'entraînement? Parce que minime, championne de France avec 2 entraînements, c'est pas mal. Ouais, Euh, ouais. Bah, dès cadette, en fait, après j'ai intégré le pôle espoir de Dijon, donc en cadette. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à augmenter un petit peu, m'entraîner, on va dire 4 fois par semaine, 4, 5 fois. Et, et là, les entraînements changeaient voilà, ouais. beaucoup de ce que tu faisais habituellement. Pas mal enfin pas mal entre guillemets, parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à intégrer la musculation, que je ne faisais pas du tout quand j'étais dans mon club. Donc c'est là où j'ai découvert, voilà, plutôt en cadette, la musculation. Donc fallait s'y mettre, c'était pas facile. Et après, non, les entraînements, j'ai pas, voilà, je crois pas que ça changeait. Voilà, c'était forcément plus dur, plus régulier. Il y avait voilà plus de confrontation parce que voilà au pôle sport on était nombreux et du coup on était voilà, il y avait une émulation dans le groupe et donc l'intégration de la musculation à ce moment-là. Ouais. On m'a dit que tu étais très athlétique quand tu étais à haut niveau. Alors, est-ce que tu étais très forte en musculation? Très forte, je me débrouillais, ouais. Après, enfin, je sais pas, on peut pas forcément comparer, mais par rapport au feed d'aujourd'hui, je sais pas du tout comment je pourrais me situer,
Mais effectivement, mon record en développé couché, c'est 100 kilos. Ouais, ah bah, si, c'est une super perf. Ouais. Si, ah ouais, t'étais forte. Voilà, voilà, effectivement. Quand tu intègres le pôle espoir, tu fais quelle étude en parallèle? Donc j'étais au lycée. En fait, j'ai intégré le lycée en sport-études, donc qui est en lien avec le Krebs de Dijon. Et donc du coup, j'ai bénéficié d'horaires aménagés au lycée. Notamment, en fait, j'ai fait la seconde, j'ai fait classique normalement, et en fait après j'ai fait première terminale en 3 ans au lieu de 2. Donc c'était des horaires aménagés où en fait on pouvait s'entraîner à faire un entraînement avant, donc à 8 heures quoi, avant l'école, et après à la fin des cours le soir. Donc on faisait les cours, ça faisait du 10h 16h. Donc comme ça permettait de faire une séance le matin, une séance le soir. Et est-ce qu'avec cette fréquence d'entraînement accentuée, tu as vraiment progressé beaucoup plus? Est-ce que tu as été championne de France cadette, par exemple? Je crois pas que j'ai été championne de France. J'ai dû peut-être faire 2e ou 3e, mais j'étais sur le podium. mais voilà, oui. En fait, pas en cadette 1, mais des cadettes 2, ouais, j'étais dans les meilleurs. Et à ce moment-là, tu étais en équipe de France avec ces résultats? En junior 1, ouais, j'ai intégré l'équipe de France quand j'étais junior 1, donc en 98. Et, donc à cette époque-là, il y avait deux piges, on va dire. Il y en avait une qui était peut-être, je me rappelle plus trop, vers le mois d'avril, mai peut-être. Donc il y avait une première sélection qui faisait une Coupe du Monde, et après il y avait une deuxième sélection qui pour sélectionner en fait pour les championnats d'Europe. Donc du coup moi j'ai intégré l'équipe de France à la deuxième sélection. Donc en fait j'ai battu je suppose que j'ai dû battre une des filles qui avait dû faire les Coupes du Monde, et j'ai intégré juste pour le championnat d'Europe. Et comment elle s'est passée cette première expérience internationale alors? Bien, c'était bien, je découvrais. C'est vrai que c'est commencer par un championnat d'Europe, c'est vrai que c'est un petit peu, tu étais tout de suite dans le bain. Et je crois de mémoire, on avait dû faire 8e en K4 en finale. Donc voilà, non, c'était une bonne expérience, et c'était bien de commencer comme ça. Et du coup, après, l'année d'après, donc en junior 2, c'est là où on a commencé avec Marie. C'était notre première course ensemble. On a fait les Coupes du Monde et les Championnats du Monde en K2. En fait, des juniors, on a été associés ensemble. Et est-ce que là, vous performiez déjà toutes les deux? On a fait 6e, ouais, au Championnat du Monde. Ah ouais, donc c'était déjà super. Ouais, c'était déjà, ouais, on était très contents de notre résultat, ouais, déjà. Et est-ce que tu avais déjà des qualités de sprint à la base quand tu as commencé le kayak, au bout de peut-être 1 an ou 2 quand tu faisais les compétitions, tu étais plus rapide, tu sentais que tu étais plus explosive? Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu des qualités de sprinteuse. Après, on ne travaillait pas forcément vu que c'était la distance c'était du 500 mètres. Hein, le 200 mètres, il existait, mais c'était pas olympique, donc en fait on le préparait pas forcément. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu des bonnes qualités, ouais, de starteuse, de sprinteuse. Et, c'est vrai que j'ai toujours eu, ouais. Et est-ce que tu te souviens la première fois que tu as fait une compétition internationale en K1? En K1, je pense. Ah, le piège. Le piège. J'ai pas révisé. En K1, je pense que ça devait être les championnats d'Europe moins de 23 ans en 2004. Je crois pas qu'avant j'en ai fait. Oui, j'ai l'impression que beaucoup commencent par l'équipage entre guillemets au niveau international. Que la place en fait en K1 est déjà prise ou pas, qui a souvent prise, et donc on commence par de l'équipage. Est-ce que c'est souvent comme ça ou je me trompe? Ouais, c'est vrai que c'était souvent comme ça. Ouais, on faisait plutôt de l'équipage. Après, peut-être la toute meilleure qui pouvait faire du mono, si vraiment elle se détachait du lot, quoi. Mais il n'y avait pas vraiment de mono, non, c'était vraiment plutôt du K2, du K4, ouais. Là, je reviens quand tu es en sport-études.
À ce moment-là, comment on est encadré en sport-études? On a un entraîneur attitré pour le kayak, on a un préparateur physique. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait un entraîneur, c'est ça qui était dédié, qui était donc au pôle espoir, dédié au pôle espoir de kayak. Et donc c'est lui qui nous suivait sur toutes les séances. Préparateur physique, je crois pas qu'il y en avait à ce moment-là. C'était encore pas trop, c'était pas trop à la mode. Enfin, pas à la mode. Voilà, c'était pas trop dans l'air du temps, quoi. Pas comme maintenant, quoi. Et du coup, non, c'était lui qui nous faisait tout, quoi, qui nous faisait toutes les séances. Et, tu vois, dans le kayak, il y a une question que je me pose, c'est que on parle pas mal d'équipage, mais en même temps, c'est aussi un sport individuel, et donc il y a une confrontation directe si on compare par exemple à la descente, et donc il y a pas mal qui viennent à la course en ligne pour justement cette confrontation directe. Et ça me paraît assez difficile d'être toujours, je sais pas comment on peut dire, encourageant avec les autres, même si c'est tes partenaires et qui t'aident à progresser, parce qu'au final, tu veux être devant eux, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Je trouve ça bizarre en fait. À un moment, t'es Oui, dans c'est vrai le que même bateau et c'est ça. d'un côté, tu veux les battre. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais, Après, quand même si on fait beaucoup d'équipage, mais quand même le plus gros de l'entraînement se fait en monoplace, évidemment. Et c'est vrai que c'est un peu ambigu. C'est tu veux le battre, mais finalement à la fin tu te retrouves dans le même équipage et du coup, faut avancer ensemble, quoi. Mais c'est pas mal. Ça fait travailler. Ça fait travailler plusieurs domaines et c'est pas mal, ouais. Non, c'est un peu ambigu. C'est vrai que ça peut paraître un peu ambigu, ouais. On fait un sport collectif dans un sport individuel. Est-ce que tu trouves que l'équipage t'a fait progresser en monoplace? Ouais, si, ça apporte parce que du coup, l'équipage en gros, te pose des problèmes, entre guillemets, que tu n'aurais pas forcément eu en monoplace et ça peut te faire réfléchir, voilà, sur l'évolution un peu technique, voilà, sur comment placer la pagaie, comment pagayer. Ouais, je pense que c'est une bonne école aussi, ouais, l'équipage. Ça permet de te faire réfléchir sur plusieurs aspects que tu n'aurais pas forcément pensé toute seule dans ton cas. Ouais. Est-ce qu'on peut donner un exemple pour que ça parle un peu plus? Je donne un exemple, tu me corriges. Par exemple, tu es en K2 et tu as le coéquipier agite plus à gauche que toi. Ça te fout en l'air, donc tu es Ouais. obligé de compenser derrière. Ouais, bon alors on essaye de faire des efforts toutes les deux quand même. Compenser, c'est vrai que quand les problèmes de gîte, ça peut être très compliqué. Ouais, c'est peut-être même ça le plus compliqué à gérer. C'est vrai que se retrouver vraiment bien au niveau des jambes, ça peut être compliqué. Ouais, donc après voilà, essayer de corriger la gîte, déjà être sur la bonne gîte, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'après, si forcément, on a peut-être plus tendance à être, on a sûrement plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Donc après, oui, il faut essayer de compenser, de composer avec, voilà, avec entre guillemets les défauts de l'autre. Mais effectivement, voilà, après c'est prendre conscience de ses défauts et les gommer, quoi. Et les gommer. Je reviens sur ta fin d'études au lycée. Ouais. Donc lycée, t'es junior 2, c'est ça quand tu finis le lycée? Junior 2, c'est senior 1 même. Senior 1 quand tu finis donc et après Quand donc je passe mon bac, ouais. tu passes ton Quand je bac et passe donc mon après bac. tu pars sur quoi comme étude? Alors après, je fais un an, enfin beaucoup moins qu'un an d'ailleurs, mais de fac, de langue étrangère. Mais bon, ça m'a pas du tout plu, donc j'ai très vite abandonné, on va dire. Et après, je me suis réorienté sur un DUT GEA, donc gestion des entreprises. Et donc quand j'étais en fac, j'ai fait une année. Bon, de toute façon déjà, j'ai pas fait grand chose, mais donc j'allais plutôt à l'entraînement qu'en cours. Mais après, quand j'étais donc en DUT, j'ai pu avoir des horaires aménagés. Donc en fait, j'ai mon DUT, je l'ai fait en 4 ans au lieu de 2. Donc Ok. ouais. En fait, j'ai eu la chance, je pense que c'est vraiment une chance que j'ai eu de tomber sur un directeur de DUT qui était un vrai passionné de sport
et de tous les sports. Et en fait, quand je suis arrivé dans son bureau et que je lui ai demandé si c'était possible éventuellement de dédoubler des années, et ben en fait, il m'a dit oui tout de suite. Et en fait, il m'a aidé, quoi. Enfin, ça a été vraiment une aide précieuse, quoi, de pouvoir faire en 4 ans au lieu de 2. C'était royal pour moi. Et en fait, il a tout fait pour que j'ai un emploi du temps qui soit à mon avantage, quoi, que je puisse aller m'entraîner 1, 2, 3 fois par jour, et même au niveau des partiels. En fait, il a été très arrangeant pendant les 4 ans, et même tous les profs, hein, ils ont tous joué le jeu, et alors que j'étais la seule, hein. Donc autant au lycée, on était des classes entières, donc c'était entre guillemets plus facile à gérer. Alors que là, j'étais la seule sportive, donc il a vraiment aménagé mon emploi du temps à ma convenance, et c'était vraiment très cool de sa part, et voilà, ça a quand même contribué à ce que je puisse continuer ma progression dans le haut niveau, quoi. Comment elle se passait ta vie sociale à ce moment-là? Parce que là, finalement, tu es déphasé avec les autres élèves qui font les mêmes études que toi. Est-ce que Ouais. ton entourage, en fait, c'est 100% kayak? Beaucoup, ouais, effectivement. Alors après, quand même, j'allais quand même en cours, hein, donc les autres élèves, je les rencontrais. Mais c'est vrai que pas tout le temps, hein. Du coup, j'étais pas tout le temps avec eux. Je changeais souvent de groupe. Donc pour les cours en TD, en amphi, donc ça allait. Mais c'est vrai que souvent, je changeais de groupe. Là, au bout d'un moment, je connaissais quand même du monde. En plus, j'ai retrouvé un copain que j'avais connu au collège. Donc donc c'était non, après ça s'est bien passé. Eux, c'est pareil, hein, ils m'ont facilité quand même la tâche, et dès que j'avais besoin, quand je partais en stage, j'avais besoin des cours, ils me les photocopiaient, ils me les envoyaient, il y avait vraiment pas de souci. C'est vrai que là-dessus, ça a été eux aussi, ils ont contribué à ma réussite scolaire. Ça a été Tu, vraiment cool de leur part. Ouais. tu parles de stages. Il y avait beaucoup de stages à ton époque, entre guillemets. Ouais, il y en avait vraiment beaucoup. Ouais. On partait très régulièrement. C'était des stages en plus de 3 semaines. Donc ouais, on partait entre 2 et 3 semaines. On faisait beaucoup. L'hiver, c'était les stages de ski de fond. Après, on partait souvent au Maroc pendant 3 semaines. Voilà, des stages à Tombe-sur-Lot. C'est vrai que j'étais régulièrement parti. Ouais. Donc c'était un petit peu, il fallait jongler entre tout ça, et c'est vrai que il fallait avoir une petite organisation quand même. C'était un peu compliqué à tout gérer, mais bon, je m'en suis sorti. Est-ce qu'il y a un lieu de stage que tu as préféré? J'ai beaucoup aimé Tempe-sur-Lot. C'est vrai que c'est vraiment un bon spot. J'aimais vraiment beaucoup aller là-bas. Après, le Maroc aussi, c'était agréable quand les conditions étaient bonnes, parce que dès qu'il y avait un petit peu de vent, le bassin était très compliqué. Mais voilà, après un peu tous les lieux, c'est toujours sympa de découvrir de nouveaux lieux. Après, il n'y a pas un lieu qui m'a pas déplu complètement, mais non. Temple, j'aime beaucoup. Est-ce que ça t'est arrivé de faire des stages avec des étrangers ou des étrangères? Oui, il y a une année, on s'entraînait pas vraiment avec elle, mais on était parti en 2004. Je sais plus, ça devait être dans le mois de février ou mars. On était parti tout un groupe de filles en Floride, et en fait, on s'entraînait un petit peu avec le groupe des Canadiennes, en fait, les Canadiens, ils s'entraînent très très souvent en Floride l'hiver. Et du coup, on s'entraînait un petit peu avec elles. Après, bon, ça m'a pas vraiment servi, mais c'est ma dernière année. J'étais parti m'entraîner au Portugal, donc avec les filles de l'équipe portugaise. Et après j'ai arrêté, donc ça m'a pas vraiment servi, mais bon, c'était toujours intéressant quand même de les rencontrer et de voir comment elles fonctionnaient. Et après, souvent, il y a des lieux un peu comme par exemple Séville. Voilà, on est parti souvent en stage à Séville. Et c'est pareil, c'est un spot où il y a beaucoup d'étrangers, donc ça arrivait qu'on fasse des séances avec les étrangers à ce moment-là, mais pas des stages complets, mais juste des séances ponctuellement de temps en temps. Et est-ce qu'il y a des athlètes qui t'ont marqué dans ces séances partagées?
Non, pas spécialement. Après, c'est toujours sympa d'échanger des séances et des contenus de séances avec elle. Après, les Portugaises, voilà, j'étais vraiment immergée dans leur fonctionnement avec elles et dans leur façon de faire. Donc, c'était sympa. Ouais, j'ai bien aimé aller m'entraîner avec les Portugais. Ouais. Et est-ce qu'elle faisait quelque chose de différent par rapport à ce que vous faisiez en France? Déjà, ils coupaient pas forcément le bateau l'hiver. Nous, quand même, souvent l'hiver, on fait des stages de ski de fond, on fait plus de la PPG et voire pas du tout de bateau. Et alors qu'elles, elles coupent pas. Elles font enfin au moins à cette époque-là, elles faisaient vraiment du bateau toute l'année. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, moi c'était ma reprise de bateau et ça faisait pas, elles avaient pas coupé. Donc du coup, les premiers jours étaient un petit peu compliqués quand même. Après, dans les contenus, c'était souvent, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup plus que nous. Surtout, du coup, moi, en reprise de bateau, normalement, j'aurais dû faire quand même au début, de l'endurance, quoi, de l'EB1. Et en fait, tout de suite, j'ai fait un petit peu plus d'intensité. Donc, c'est pour ça que les premiers jours ont été un petit peu compliqués à gérer. Mais après, voilà, c'est vite revenu. Et après, c'était sympa. Ouais, les séances étaient vraiment sympas. Quand tu dis le Portugal, t'étais où? T'étais à Montebello? Euh, ouais, c'était à Montémort. À Plutôt à Montemort, oui, Montémort. pas. Ouais, ouais. En fait, tout le complexe là qui existe aujourd'hui, quand j'y suis allé, il était en construction, donc en fait, elle s'entraînait pas là-bas. Et c'était sur un petit canal, pas très loin, hein, mais et donc voilà, c'était à Montémort. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en Floride, pour changer de lieu, c'est aussi un tout Ouais. petit canal, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est le plus navigable, après, il y a, alors, je me rappelle plus du nom, mais une rivière qui est, enfin, immense, mais c'est vrai que dès qu'il y a un petit peu de vent, voilà, ça peut être un peu galère. Mais après, là, oui, là où c'est le plus navigable et le plus facile pour s'entraîner, ouais, c'est un tout petit canal, ouais. Et- Donc, et- il peut Est-ce être que, très est-ce que, fréquenté quand il y a du monde. est-ce que tu sens d'ailleurs que de ne pas avoir fait beaucoup d'eau vive, ça t'a gêné dans ta carrière au niveau de la stabilité? Ou pas du tout? Non, je crois pas, non. Après, de l'eau vive, je peux pas dire que j'en ai fait beaucoup, hein, ça serait mentir, hein, voilà, comme je disais tout à l'heure, à mes débuts là, dans mon club d'origine, on faisait un petit peu, voilà, c'était pas non plus de la grosse rivière, hein, mais voilà, on faisait un petit peu de rivière dans le Jura. Euh, J'en ai fait un petit peu quand même quand j'étais sur le pôle de Toulouse. Voilà, j'ai fait un petit peu de rivière, j'ai fait un peu de slalom, voilà, quelques séances, hein, mais du coup je crois pas que ça m'ait manqué, non. Je peux pas dire ça. Mais t'étais Enfin, à en tout l'aise cas, quand t'étais à l'aise quand il y avait des vagues? oui, 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 je suis quand même plutôt à l'aise. Voilà, il fallait pas non plus que le bassin soit complètement défoncé, mais globalement, oui, ça allait, ça allait. Je reviens sur ta fin de lycée. À ce moment-là, donc sport-études, ça se finit, quand ton pôle sport se finit. Ouais. Où est-ce que tu vas t'entraîner après? Ah je reste à Dijon, mais je bascule sur le pôle France. Donc quand je rentre à la fac, hein, je bascule sur le pôle France, donc toujours à Dijon. Donc je change pas de lieu, je change juste d'entraîneur et, et de partenaire d'entraînement, mais c'est tout. Est-ce que ces changements te perturbent ou pas? Non, pas du tout, non, parce que c'est la continuité, quoi. C'est la continuité de ce que je faisais. Donc non, 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 c'est pas. Après, voilà, ça changeait pas non plus fondamentalement. Hein, oui, globalement, c'était à peu près les mêmes personnes, hein, que je retrouvais. Donc Est-ce qu'à ce moment-là, tu as l'objectif des Jeux Olympiques? ouais, 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 les jeux, c'est vrai qu'au début, c'est un rêve. Je pense que enfin pas tout sportif, ouais, ça a été un rêve assez rapidement en fait. C'était en fait c'est pas compliqué, hein, c'est dès 92. En fait, j'ai sur une petite compète, je pense régionale ou départementale de jeunes, il y a Philippe Aubertin en fait qui vient voir, hein, et en fait, je crois qu'il rentrait des Jeux de Barcelone. Et alors Philippe, je sais pas si tu le connais, mais en fait lui, pour le coup, il est vraiment très grand. Donc moi, du haut de mes 10 11 ans, voilà. Alors Philippe, c'était
il est venu, il était disponible, il nous a un peu partagé son expérience et le jour-là, je me suis dit, ah là, mais ça va être trop cool d'aller aux Jeux Olympiques. Mais voilà, c'était une réflexion de gamine, quoi. Mais je crois qu'au final, ça m'est toujours un petit peu resté dans le coin de la tête et c'est vrai que plus je progressais, parce qu'au final, chaque année, je progressais dans la hiérarchie, mes chronos s'amélioraient, je m'améliorais. Et du coup, ça m'a un petit peu toujours suivi, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah ouais, finalement, les Jeux Olympiques, peut-être que je vais pouvoir y aller, ouais. Du coup, c'est devenu un objectif. C'est devenu un objectif, ouais. Ouais, parce que tu y as participé assez tôt à tes premiers Jeux Olympiques. Tu avais 23 ans, si je dis pas de 23 ans, conneries. c'est ça, ouais. Donc C'est ça, ouais. c'est venu hyper rapidement dans ta carrière, en fait, ces Jeux d'Athènes. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est venu assez tôt, ouais. C'est surtout qu'en plus, quand même, au bout d'un moment, moi, j'y croyais plus trop aux Jeux d'Athènes, mais en fait, on a été sélectionné avec Marie très tardivement, en fait. Comment ça se fait? C'était déjà donc en 2003, donc on était déjà aligné en K2, donc pour les premiers quotas. Pour la première distribution de quotas, donc en 2003, je crois qu'on doit faire troisième de la finale B, deuxième ou troisième, donc forcément, on loupe le quota. L'année d'après, au rattrapage donc à Poznan, c'est pareil, on ne récupère pas de quotas supplémentaires. Et en fait, c'est, on va dire, avec toute la détermination donc du DTN de l'époque, donc Antoine Gauchy, qui lui maîtrisait vraiment bien tout ce qui était redistribution de quotas, libération de quotas, on va dire entre guillemets. En fait, il savait que jusqu'au dernier moment, en fait, il y a des pays qui pouvaient libérer des quotas. Et en fait, lui, il était vraiment sur le qui-vive et il analysait tout ça, quoi. Enfin, il était au courant de tout et en fait, il a su, je sais pas, peut-être 5 jours avant le début des courses, qu'il y avait des places qui se libéraient et que en fait, nous, il nous avait laissé l'espoir parce qu'on savait que qu'il y avait peut-être la possibilité donc en fait, on continuait à s'entraîner et en fait, dès qu'il a eu une possibilité, il a dit moi j'ai un K2 disponible, il est là, il peut courir. Donc et en fait, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Marie à courir aux Jeux d'Athènes, alors que 5 jours avant, on y allait juste en touriste, quoi. Et T'allais quand même aller les voir alors, de base. Ouais. En fait, il nous avait dit, alors je sais pas s'il avait détecté notre potentiel à ce moment-là, mais effectivement, en fait, il nous emmenait au moins pour qu'on puisse voir ce que c'était et se rendre compte de la dimension des jeux, quoi. C'est effectivement, c'est un monde à part, quoi. Donc il avait décidé de nous emmener au moins pour voir. Bon, on a fait plus que voir, hein, on a participé, donc je pense que c'était encore meilleur, c'était encore mieux. Et au final, on y allait sans pression, sans vraiment d'objectif. On y allait vraiment pour découvrir, pour se faire plaisir. Et pour nous, c'était que du bonus. Et en plus, on était un petit peu dans une bonne dynamique parce qu'en fait, au championnat d'Europe moins de 23 ans, on venait de faire une médaille en K2. Donc on était en confiance et on savait que notre bateau, au final, marchait plutôt bien. Et effectivement, au jeu, on s'est fait vraiment plaisir. On a fait des courses, on a fait des bonnes courses, avec notre niveau qu'on avait à ce moment-là, mais on a fait vraiment des belles courses. Et je crois qu'en fait, ça a été un peu le déclencheur pour Pékin. Ouais. Et je crois que ce jour-là, le DTN, il a eu le nez fin et je crois qu'effectivement, il a mis une pièce sur nous et je crois qu'il le sentait quand même. Enfin, j'espère. Ou alors, il a vraiment eu un coup de chance. Et justement, vous finissiez 10e à Athènes, c'est ça? C'est ça, ouais. Tout à fait. Et est-ce que tu as quand même pu profiter des jeux, voir un peu les autres épreuves et tout? Les autres disciplines? Ouais. Je me rappelle qu'on avait réussi à aller à récupérer des places pour aller à l'athlétisme.
Et je crois on est allé même 2 soirs de suite et du coup on a vraiment pu profiter. Et en plus on était hébergé au village olympique, donc on a vraiment profité. On était au cœur de l'événement. Et tout ça c'est quelque chose à vivre aussi. Le village olympique c'est sympa à vivre. C'est sympa. C'est une petite ville qui vit 24 sur 24, mais c'est sympa. Ouais, surtout que, comme je disais, tu étais à 23 ans, donc tu étais super jeune, ça, ouais. en prévision de la FIDE, donc j'imagine que c'est une super expérience. Bah ouais. Puis c'est vrai que tu te balades, tu croises des stars américaines, tu croises, tu croises des gens que tu vois que à la télé et voilà, et dont t'admires les performances. Mais là, voilà, tu vas manger, tu tombes sur Maurice Green, tu tombes sur sur plein de stars internationales et c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. J'aimais bien Maurice Green aussi à l'époque, quand il gagne le 100 mètres devant Boldon. Et Frédéric, ça, donc, vraiment, ouais, je sais pas, mais voilà, j'ai l'image en plus avec sa démarche vraiment très particulière. Voilà, on savait que c'était lui quand on le voyait de loin, on savait que c'était lui qui marchait. Oui, il marchait avec les épaules en avant, il aimait bien rouler des mécaniques. C'est ça, exactement, ouais, c'est exactement ça. Ouais, je me souviens très bien. Donc vous rentrez après d'Athènes et là vous êtes surmotivé pour les Jeux qui arrivent 4 ans plus tard. C'est vraiment l'objectif que vous avez en tête? Ouais, moi c'est ça que moi je rentre d'Athènes et je pense que tout de suite, moi j'ai qu'un objectif, c'est Pékin et c'est Pékin, mais c'est Pékin et la médaille quoi. C'était pour moi c'était pas possible de retourner au jeu et juste faire de la figuration ou voilà faire une demi-finale ou une queue de finale. Non, c'était Pékin et réussir à Pékin quoi. C'était mon objectif. Et est-ce que tu as mis donc des choses en place en plus par rapport à ce que tu avais fait auparavant, les années précédentes, pour y arriver? Ouais, je crois que là, à partir de ce moment-là, pendant toutes ces années où j'étais au Pôle Espoir, au Pôle France, je faisais mes entraînements et je progressais. Je pense que je faisais déjà beaucoup, mais à partir d'Athènes, donc au retour d'Athènes, je pense que là, je me suis vraiment donné je me suis donné les moyens de réussir et d'atteindre mon objectif. Et effectivement, c'était m'entraîner un peu plus, intégrer des paramètres que que je voyais pas plus, enfin pas, c'est pas que c'était pas intéressant, mais par exemple la diététique. Donc tu vois, contrairement, parce que j'ai écouté le podcast de Marie et en fait elle expliquait qu'elle se bagarrait pour prendre du poids et en fait moi c'était un peu l'inverse, je me suis un peu bagarré pour en perdre et c'est vrai que c'est vrai qu'à partir de 2005 où voilà j'ai intégré un peu plus ces notions-là de diététique, de perte de poids, préparation mentale, c'est pas forcément venu tout de suite, mais je l'ai un petit peu intégré aussi. Et c'est vrai que du coup, alors après, il y a quand même tout le travail qu'on avait fait auparavant, hein, parce qu'en 2004, on avait fait quand même un gros volume d'entraînement. Et je pense, en fait, dès 2005, tout ça a commencé à payer. Et effectivement, en 2005, notamment au Mondiaux, on gagne notre première médaille aux Mondiaux. Donc voilà, c'était un ensemble de choses, en fait, des petites choses supplémentaires et qui ont fait, qu'on a commencé à performer dès 2005, en fait, avec Marie. Quand tu parles de gros volume d'entraînement, c'est-à-dire que vous aviez un gros volume tu vois, j'ai un papier en tête de Fred Jobin, l'entraîneur de Marc Dejonge quand il a été champion du monde en 2015, qui lui disait que, donc il avait gagné le 200 mètres, il disait que genre 90% de son entraînement, ça avait été de l'EB1. Est-ce que toi, c'est un peu cet ordre d'idée-là? Beaucoup de volume et beaucoup de B1? C'est ça, ouais. D'ailleurs, c'était en 2004, ça a été c'était pas au même endroit, mais c'était la première fois qu'on partait au Maroc. Donc là, c'était plutôt du côté de Marrakech et effectivement, c'est à partir de ce moment-là où effectivement on a fait énormément de B1, on faisait beaucoup de kilomètres, beaucoup de volume et effectivement 90%, je sais pas, ça me paraît quand même beaucoup, mais effectivement on faisait beaucoup de kilomètres et même après, hein, toutes les années d'après, c'était quand même basé beaucoup sur le B1, sur l'endurance,
c'est ça, quoi. C'est l'endurance. Et t'avais pas l'impression que ça te faisait perdre de la vitesse de faire autant d'endurance? Non, pas du tout, non. C'était au contraire, en fait, c'était vraiment le B1, c'était aussi placer sa technique, parce que en fait, si tu n'as pas une technique pas parfaite, parce que je pense qu'elle n'existe pas, mais travailler ta gestuelle en EB1, il faut la maîtriser déjà en EB1 pour pouvoir la maîtriser à vitesse max. Parce que si tu la maîtrises pas en EB1, vitesse max, ça va être un peu la catastrophe. Et du coup, tu les travailles tu la travailles que non, mais principalement en EB1. Et après, forcément aussi, tu travailles ton endurance. Donc après, pour enchaîner les courses, enchaîner les compétitions, c'est quand même plus facile. Tu récupères quand même plus vite et mieux. De 2005, donc vous faites une médaille. Est-ce que après les Jeux, tu restes au pôle de Dijon en fait pour t'entraîner? Non, je pense, je sais pas exactement quand en fait, le pôle France de Dijon a fermé. Alors, je me rappelle plus si c'était vraiment juste à ce moment-là, mais en fait, non, je décide d'aller au pôle France de Toulouse. Bon, déjà parce que peut-être que le pôle a fermé à ce moment-là, mais surtout, j'avais quand même envie de changer d'air. Parce que bon, quand même, Dijon, voilà, je sais pas si tu connais, mais bon, c'est le lac Cuire. Et c'est très joli, c'est très joli, l'environnement. Mais bon, il n'est pas très grand, donc voilà, ça faisait un petit moment quand même que je tournais en rond dessus, et voilà, je m'étais un petit peu lassé. Donc j'avais envie de voir autre chose, et donc du coup, je décide de partir à Toulouse. Donc c'était un pôle qui venait d'ouvrir, et donc voilà. Et à Toulouse, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu te sens que tu as dans de meilleures conditions pour t'entraîner? Aujourd'hui, avec le recul, je te dirais que non. C'était pas forcément, je pense, voilà, je crois que j'ai pas eu la meilleure idée du siècle ce jour-là, mais bon, voilà, après, voilà, c'était dans mon choix, je l'ai assumé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour pas que ce soit bien avec le recul? Je sais pas, en fait, je crois que je me faisais un peu, voilà, une ville du Sud, je me suis dit, ouais, il va toujours faire beau, ça va être sympa et tout, mais en fait, non, il a pas forcément fait que très beau. L'été, il faisait vraiment trop chaud. Voilà, la Garonne, voilà, comme toutes les rivières, elle peut être en crue. Donc voilà, donc c'était pas forcément. Après voilà, le cadre était quand même sympa. Non, après voilà, je regrette pas non plus complètement, mais c'est vrai que voilà, ce jour-là, j'aurais peut-être dû faire un autre choix, évidemment. Est-ce que tu es resté à Toulouse longtemps? Je suis resté jusqu'à la fin de ma carrière, en fait. Après, oui, je suis quand même resté un petit peu. Voilà, j'ai quand même assumé mon choix. Voilà, j'y étais. Après, on était quand même souvent en stage, donc voilà, j'étais quand même souvent parti. Après aussi un petit peu ce qui m'a retenu là-bas, c'est que j'ai eu donc en fait mon premier emploi là-bas avec une CIP, donc ma première expérience professionnelle. Et du coup, comme ça me plaisait quand même beaucoup et que j'aimais bien aller bosser là où je travaillais, donc dans un cabinet d'experts comptables. Et du coup, voilà, je suis aussi resté là-bas un petit peu pour ça aussi. Ouais. Est-ce que tu t'entraînais avec d'autres filles au pôle de Toulouse? Non, parce que j'étais toute seule. Donc, voilà, j'étais la seule fille. Quand je suis arrivée, il y avait déjà Boris Saunier, je crois, qui était déjà arrivé. Et après, il y a Sébastien Jouffre qui est arrivé quelques temps après. En fait, on était pas nombreux, quoi. On n'était pas nombreux. Mais voilà, après, comme je te disais, on était souvent en stage, donc on était souvent regroupés. Et après, se retrouver un peu toute seule, entre guillemets, à Toulouse, voilà, c'était pas plus gênant que ça pour l'entraînement. Je crois que c'est en 2006 que tu fais du K1 200 mètres en compétition internationale. C'est ça, ouais, au championnat d'Europe, ouais. Alors comment ça se passe ce choix du K1? Comment ça arrive? Alors là, aucune idée. Je sais pas si c'est moi qui ai émis l'idée ou si on me l'a proposé, mais je sais que moi ça me fait plaisir, forcément, vu que je fais une médaille au championnat d'Europe, mais forcément. Mais ouais, non, je me rappelle pas si on me l'a proposé ou si ouais, peut-être qu'on me l'a proposé et que pas forcément j'ai dit oui, c'était sympa.
Mais j'avais fait aussi du K2, je crois qu'on avait fait le K2 500, j'avais fait le K1 200, ouais. Mais c'était pas une idée qui venait de toi de faire le 200 en compétition internationale? Ben non, parce qu'à ce moment-là c'était pas du tout olympique, c'était pas voilà, on le préparait pas, mais je pense pas que je me souviens pas. Mais je pense pas non que ça venait de moi. C'était sûrement pour nous peut-être nous faire aussi d'autres choses que uniquement du K2 et que du 500. 2007, c'est l'année des quotas. Ouais. Comment ça se passe ce coup-ci les qualifs? Tu rigoles? Je crois que tu sais déjà la réponse. Non. Ça se passe. La qualif pour les Jeux, elle se passe bien. Après, c'est un peu tout l'avant qui a été un petit peu compliqué. Pas compliqué, notamment dans notre K2, donc avec Marie, où voilà, on s'est fortement disputé, voilà, pour dire les choses poliment. Donc du coup, quelques semaines avant les mondiaux ont été très compliquées parce que donc au championnat d'Europe, en fait c'est surtout au championnat d'Europe où voilà, je me rappelle plus les résultats qu'on a fait, mais je crois que c'était même au-delà du résultat, c'était vraiment c'était individuel quoi. C'était voilà, avec Marie c'était très compliqué, notre relation était très compliquée. Du coup, voilà, ça a clashé très fort. Tout d'un coup, on a décidé de plus faire de K2. Donc voilà, donc quelques semaines avant les mondiaux pour les quotas pour les Jeux, c'était peut-être pas peut-être pas la bonne idée, mais voilà, c'était comme ça. Alors effectivement, c'était une période un peu compliquée à gérer, mais je crois que toutes les deux, on a été suffisamment intelligentes pour se rendre compte que voilà, que notre objectif, on avait un objectif commun qui était la médaille au jeu, hein, c'était ça, hein. Et que je crois que on était consciente que l'une sans l'autre, peut-être on n'y arriverait pas. Donc je crois qu'on a eu l'intelligence en fait de mettre tout ça au clair et de repartir, on va dire, sur des bonnes bases et au final de se faire confiance mutuellement. Et voilà, et quelques semaines plus tard, je crois qu'on a eu raison vu que au mondiaux de 2007, on fait de nouveau une médaille de bronze. Donc c'est vrai que celle-là, elle a été un petit peu inespérée, mais voilà, on l'a réussi ensemble. Ouais, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est un sport individuel et à la fois en même temps un sport d'équipe. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi Mais complètement. C'est ça, c'est d'abord un sport individuel et après il faut réussir à faire un sport collectif, quoi. Même si on n'était que à deux, mais au final c'est un collectif et il faut composer. Effectivement, il faut s'entendre dans le bateau techniquement. Et mais il faut voilà, effectivement à ce moment-là on n'était vraiment pas les meilleurs amis du monde, mais voilà, mais au moins je pense qu'on avait voilà ce respect mutuel l'une pour l'autre et on savait que l'une sans l'autre on n'y arriverait pas peut-être. donc là, après les mondiaux, donc là, c'est les Jeux l'année d'après. Donc là, Ouais. j'imagine que vous êtes à fond, vous faites tout ce qu'il faut pour arriver en forme au jeu. C'est ça, ouais. C'est ça. C'était ça se rapprochait. On touchait du doigt et effectivement. En plus, voilà, on sélectionne le K2. On est globalement les deux meilleurs, donc en fait, on n'a pas vraiment de doute sur le fait que ce soit nous qui y allons, hein, parce que voilà, on sélectionne le bateau, mais on n'est pas sûr d'être dedans, hein. Il faut repasser les sélections l'année d'après. Mais en fait, moi, j'avais vraiment aucun doute sur le fait que voilà, ça allait être toutes les deux et de toute façon, ça pouvait pas être autrement, quoi. Et effectivement, cette année-là, c'était voilà, c'est vrai que tu vis que plus que pour ça, quoi. Tu mets tout en place pour que le jour J t'arrive et que tu sois au meilleur de ta forme, quoi. Est-ce que ce coup-ci, vous aviez la pression, tu ressentais la pression pour les Jeux de Pékin, comparativement à Athènes? Ouais,
Pas forcément, parce que alors je sais pas si c'était une chance ou pas, mais donc au mondiaux de 2007, donc nous on fait donc troisième, et t'as le K2, donc Colin Carrick, qui fait champion du monde. Et en fait, je pense que voilà, l'attention des médias, hein, c'est ça, et un peu tout le monde était un peu plus focalisé sur le bateau champion du monde, entre guillemets, que sur le bateau qui fait troisième, quoi. Donc au final, peut-être que ça a été entre guillemets une chance pour nous de pas être forcément le bateau phare du collectif à ce moment-là. Et du coup, non, j'ai pas ressenti plus de pression que ça sur notre bateau. Après, je pense qu'on a été assez, voilà. Après, on avait l'expérience quand même déjà des premiers jeux. Vraiment, je pense que ça nous a vraiment servi pour Pékin. Et on avait l'expérience, voilà, des médailles internationales qu'on avait pu faire pendant toute l'Olympiade, et tout ça, ça nous a servi. Ouais. Et est-ce que sur place, vous restiez sans pression, dans le sens où, quand vous aviez été, quand tu avais 23 ans aux Jeux d'Athènes, comme tu disais, voilà, tu profitais du village olympique, tu étais un peu dans l'euphorie des Jeux olympiques, de la nouveauté, on va dire. Est-ce que là, c'était le même état d'esprit sur place, ou tu étais vraiment archi concentré pour Non, ouais, on était non, c'était pas du tout le même état d'esprit qu'à Athènes. Effectivement, là, on était là pour performer. Et après, je pense aussi l'environnement a beaucoup joué, étant donné que en fait à Pékin, on n'était pas au village olympique. On était en fait on était dans un hôtel tout proche du bassin. Parce que le village était vraiment très loin du bassin. Et du coup, donc la fédération, le staff avait décidé donc de réserver un hôtel, de prendre un hôtel proche du bassin. Enfin, au début, c'était même l'idée d'être dans une maison individuelle, mais ça n'avait pas été accepté. Du coup, on était dans un hôtel voilà, agréé, on va dire, par le CIO, et du coup, on était proche du bassin, donc vraiment excentré. On était, en plus c'était un hôtel, mais bon, on était dans des petites maisonnettes au cœur de l'hôtel, donc on était isolés, quoi. On était vraiment isolés des autres athlètes. Bon, il y avait quand même d'autres nations aussi qui étaient dans le même hôtel, mais bon, voilà, on se croisait juste au moment des repas. Bon, on était chacun dans des petites maisons séparées. Et du coup, je pense qu'on était vraiment dans les meilleures conditions pour performer, pour se mettre vraiment dans les courses et pas être dispersé. Parce que c'est vrai qu'au village olympique, en fait, tu peux être vite tu peux vite te disperser par voilà, par l'ambiance, par l'euphorie qui règne, par voilà, tout le monde, en fait, par le bruit, par l'ambiance, par la vie, quoi, du village olympique. Et donc là, on était vraiment c'est ça, isolé, mais alors c'est vrai que peut-être que pour ceux pour qui c'était les premiers jeux, c'était peut-être très certainement frustrant justement d'être dans ce cadre-là, mais je pense enfin en tout cas pour mon ressenti, moi je pense que c'était vraiment une opportunité d'être dans cet environnement-là et de pas être au village. Et comment se sont passés les Jeux alors? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Oui, oui, complètement. Ouais. C'est effectivement, moi j'y allais pour une médaille, voilà, qu'elle soit en or, en argent, en bronze. Voilà, moi tout m'allait. C'était après effectivement, on vise toujours un peu l'or, mais voilà, moi le bronze ça me satisfaisait largement. Et est-ce que tu étais contente de ta course? Ouais, vraiment, je pense qu'on a fait. C'est vrai que le résultat aide certainement, mais je pense qu'on a effectivement fait l'une de nos meilleures courses qu'on ait jamais faites. Ouais. Je pense que tout était bien aligné ce jour-là et on a fait vraiment une très bonne course. Ouais. On a l'impression que c'était un peu ton objectif de carrière, on va dire, d'avoir cette médaille. Ouais. Comment se passe l'après-jeu pour toi? Alors l'après, alors tout de suite après, c'est vrai que pendant un bon moment, tu restes un peu dans l'euphorie.
sur un petit nuage. C'est vrai que dès que tu as la médaille, tu l'as pas quitté du coup, quoi. Ouais, mais c'est ça, quoi. Tu dors avec, au début, tu dors avec. C'est un peu ça, quoi. Non, mais voilà, pendant, parce que tu rentres en France, tu as l'euphorie, t'es invité un peu partout, tu fais, t'es à des soirées, à des spectacles. Enfin, pendant quelques semaines, t'es encore un peu, t'es sur un petit nuage, puis tu vis pleinement, quoi, tout ce qui t'arrive, quoi. T'en profites au maximum. Et puis, par contre, au moment où ça s'arrête, c'est un petit peu compliqué. Il a fallu le gérer. C'était parce que forcément, t'accumules un petit peu de fatigue aussi. Mais du coup, faut le digérer, faut passer à autre chose. Pendant quelques semaines, c'était un petit peu compliqué quand même. Et puis, faut te remettre, te remettre à l'entraînement un peu plus sérieusement. Et voilà. Et est-ce qu'il y a des retombées quand on fait une médaille de bronze aux Jeux Olympiques? Est-ce que derrière on est invité dans les médias, on a des sponsors qui arrivent par enchantement? Comment ça se passe? Des sponsors, non, pas forcément plus que ça. Des médias, oui, t'es invité à des soirées, t'es invité, un peu partout, quoi. En plus, tu vois, donc j'étais originaire de Dijon, j'étais passé par Nevers, à ce moment-là, j'étais à Toulouse, donc c'est vrai que j'étais invité un petit peu partout, quoi. Donc c'était, c'est vrai, t'as ça, t'es invité un peu partout. Après les sponsors, non, pas forcément plus que ça. Mais, donc voilà. Après c'est de la satisfaction, on va dire personnelle. Hein. C'est de l'égoïsme, un petit peu le sport de haut niveau. Donc t'es contente pour toi et puis voilà. Il y a aussi d'autres personnes qui sont contents pour toi. Oui, tout à fait. Mais oui, je pense qu'il y a eu du monde de content pour moi. Enfin, j'espère. Mais oui, non, effectivement, il y a beaucoup de monde qui est impacté par cette médaille. Comment tu fais pour te remotiver justement après pour te fixer un nouvel objectif vu que c'était un peu l'objectif phare de la carrière? Est-ce que tu te dis je vise les Jeux de 2012 et ce coup-ci c'est médaille d'argent, médaille d'or? Comment tu fais? Justement, je fais pas beaucoup. Effectivement, ça a été très compliqué. Effectivement, c'était moi je m'étais vraiment programmé pour une médaille à Pékin. Comme je te disais, j'ai tout mis en place pour atteindre mon objectif. Et c'est vrai qu'après, ça a été un petit peu compliqué. C'est vrai que j'ai fait un peu la saison 2009 sans trop vraiment d'objectifs, sans trop savoir où j'allais, sans trop savoir ce que je voulais faire. Je m'entraînais parce que il fallait que je m'entraîne, mais effectivement, j'avais plus c'était plus la même intensité que jusqu'en 2008. C'était plus. Tu fais quand même troisième au championnat du monde sur 200 mètres. Quoi. Oui, effectivement, ouais. Effectivement, j'arrive à faire une médaille de bronze au mondiaux en 2009. On en parlait tout à l'heure, de mes qualités de sprinteuse. Après, à ce moment-là, c'était encore pas olympique, donc il n'y avait pas de spécialiste comme il peut y avoir aujourd'hui. Donc je m'en sors. Je m'en sors comme ça. Mais bon, c'était pas un objectif, c'était pas En plus, j'ai fait toute la saison. Donc en 2009, donc après les Jeux, Marie, donc elle fait une pause pour faire un bébé. Et du coup, moi je me retrouve en K1. Je fais que du K1 de toute l'année. Donc en plus, je suis la seule fille en équipe. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer tout ça, mais donc je finis quand même ma saison sur une médaille de bronze au championnat du monde. Donc, mais qui suffit pas à te remotiver à fond. Non, c'est vrai que et pourtant on venait d'apprendre que le 200 mètres devenait olympique, donc aux Jeux de Londres, mais non, ça m'a pas suffisamment remotivé. Non, j'ai pas retrouvé c'est la même envie. Ma médaille de bronze à Pékin, je sais pas, je crois que je m'en suis largement satisfaite et voilà, et ça me suffisait en fait. Comment t'as mis fin à ta carrière?
Eh ben, voilà, donc tout 2009, donc je savais vraiment pas où j'allais. Enfin, voilà, j'avais pas vraiment d'objectif. Je me projetais vraiment pas sur Londres. Je me projetais pas sur les Jeux de 2012. Et c'est vrai que décider d'arrêter sa carrière, c'est un processus qui est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Et, euh, et, euh, et toi, tout à l'heure, je te disais que toi, préparation mentale, j'avais pas forcément eu besoin tout au long de ma carrière ou que très ponctuellement. Et au final, je crois que à ce moment-là, ça m'a été le plus bénéfique. Effectivement, je me suis fait aider à ce moment-là à justement passer le cap, à se dire, effectivement. J'ai plus envie parce que voilà, je le savais hein, au fond de moi que j'avais plus envie, j'avais plus la même niaque, j'avais plus ouais c'est ça, j'avais plus envie d'aller à l'entraînement quoi tout simplement. Mais bon, c'est entre le dire et enfin se le dire et le dire à tout le monde, se l'avouer et en fait franchir le cap. C'est ça en fait, franchir le cap de dire ouais aujourd'hui j'arrête. Et du coup c'est très compliqué ouais. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu besoin d'aide. Et en fait, j'avais déjà travaillé un petit peu avec lui. En fait, c'était plutôt un préparateur mental que plutôt un psychologue, mais préparateur mental qui travaillait avec la Fédé. Donc, je sais pas, ça faisait peut-être 2 ou 3 ans qu'il travaillait avec la fédération, là, Christian Ramos. Et c'est lui qui m'a aidé, qui m'a orienté. Et qui m'a aidé à franchir ce cap. Ouais, c'est un peu compliqué. En fait, ce qui est compliqué, je pense, c'est déjà effectivement de se l'avouer, et puis c'est surtout se dire, en fait, c'est l'annoncer. Enfin, l'annoncer publiquement. Non, mais c'est ça en fait. C'est l'annoncer publiquement. Voilà. Bon, déjà à ce moment-là, voilà, François quand même m'a beaucoup aidé aussi. Mais c'est voilà l'annoncer son président de club, aux entraîneurs et puis surtout en fait à sa famille. Se dire est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont forcément ils vont le respecter hein, parce que c'est un choix personnel hein, mais est-ce qu'ils vont comprendre pourquoi j'arrête à ce moment-là? Parce qu'en plus j'ai décidé d'arrêter, j'avais fait toute la saison hivernale donc j'avais quand même fait j'avais pas fait le plus simple dans notre entraînement. Hein. J'avais quand même fait toute la préparation hivernale et en fait j'ai arrêté en fait pas longtemps avant les piges parce que en fait je savais que pertinemment que l'entraînement que j'avais fourni me permettrait d'être en équipe de France. Ça, j'avais pas trop de doutes, mais me permettrait pas d'atteindre le niveau que j'avais atteint quelques années, enfin même l'année d'avant, quoi, ne serait-ce que l'année d'avant ou 2 ans auparavant. Je savais je savais très bien ce qu'il fallait mettre en place pour avoir une médaille, en championnat du monde ou aux Jeux Olympiques si j'allais jusqu'à là-bas. Et je savais très bien que ce que je faisais à l'entraînement depuis maintenant 1 an et demi, ça allait, déjà ça se dégradait. L'entraînement, j'y allais. C'est pas que j'y allais à reculons, mais pas loin. Et je savais très bien que ça suffisait pas pour performer. Donc voilà, j'ai pris la décision en fait d'arrêter avant de faire la course de trop. Donc au final, je me suis arrêté sur une médaille de bronze en championnat du monde. Donc je crois que je me suis bien arrêté. T'as arrêté hyper jeune parce que t'avais 29 ans en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai arrêté jeune, ouais. Et c'était quoi ton plan de vie à ce moment-là? Alors tu voulais travailler à temps plein dans le cabinet où t'étais? Oui, du coup j'ai travaillé un petit peu à temps plein dans le cabinet où j'étais. Du coup, ça a un peu amélioré parce que j'étais en CIP, donc j'y travaillais, mais pas forcément beaucoup. Hein. J'ai pas fait beaucoup de temps non plus dedans. Et du coup, j'ai travaillé un petit peu à temps plein. Et puis après, non, je suis parti de Toulouse pour venir en région parisienne pour rejoindre François. Donc pour venir vivre avec lui. Hein. Et du coup, je me suis installé ici, j'ai trouvé un travail ici, quoi. Après. Ok. Et comment ça s'est passé ta rencontre avec François? Vous vous êtes rencontrés sur les bassins?
Bah oui, on n'est pas allé très loin, vu que je passais beaucoup de temps sur les bords des bassins, puis lui aussi. Donc effectivement, on s'est rencontrés après, surtout à partir de 2005 ou 6, quand il a intégré le collectif senior en tant qu'entraîneur. Et donc voilà, on s'est rencontrés là. Quand tu prends ta retraite, en fait, tu t'arrêtes. Est-ce que tu t'arrêtes de faire du sport d'un coup, ou est-ce que tu continues, je sais pas, à aller faire des footings, à naviguer un petit peu, ou tu fais vraiment une coupure complète? Ah ouais, je coupe complètement. Ouais, c'est du jour au lendemain, je fais plus du tout de sport. Après, voilà, je tombe quand même enceinte rapidement après mon arrêt. Donc forcément, voilà, de par la nature des choses, je me suis arrêté. Et par contre, après, j'ai repris rapidement, oui, quelques mois après mon accouchement, j'ai repris à naviguer. J'ai repris, ouais, je pagayais comme ça, vraiment sans aucune intention de faire de compète ou quoi, hein. J'ai repris. Par contre, ouais, je courais déjà quand j'étais sportive, mais bon, c'était vraiment pas ma discipline préférée. C'était pas mes entraînements préférés. Mais là, je me suis mise à courir un petit peu plus parce que, notamment avec tout simplement mes collègues de bureau. Alors, ils étaient non, mais c'est bête, hein, mais en fait, ils étaient déjà un petit groupe à courir. Et en fait, je me suis prise au jeu avec eux d'aller, voilà, sur le temps de midi, voilà, on allait faire un petit footing, voilà, on se motivait les uns les autres et on s'est même mis à faire, alors c'est pas grand chose, hein, mais des petites courses, voilà, sur Paris, à se faire des petits challenges entre nous, à savoir qui allait faire le meilleur chrono et est-ce que tu t'es prise au jeu? Bah évidemment, je suis compétitrice dans l'âme quand même, hein. On renie pas ses origines, hein. Oui, effectivement, mais c'était très bon enfant, hein, évidemment, mais c'est vrai que du coup ça motive beaucoup. Et après, moi j'ai repris les compétitions de kayak en 2014, je dirais. Donc en 2014, c'est ça. Donc voilà, pendant 4 ans, j'ai pas fait de compète de kayak et j'ai repris. Et donc là, tu participes encore aujourd'hui aux compétitions nationales? Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, je fais les championnats de France tous les ans maintenant. Bon, j'ai changé de catégorie, hein, mais bon, forcément. Et comment ça se passe alors? Est-ce que tu es dans les premières? Est-ce que tu es loin, très très loin des chronos que tu faisais? Ah oui, je suis très loin des chronos que je faisais, oui. Enfin, heureusement, hein, parce que sinon... oui, je suis très loin, mais voilà, en vétéran, oui, je m'en sors. Dernièrement, championnat de France, j'ai fait 2 fois. Je suis double championne de France cette année. Ok, en 500 et en 200. Tu navigues avec le même bateau que tu avais à l'époque? Non, je navigue avec les formes les plus récentes. Ça, par contre, au niveau matériel, je me fais plaisir. Non, je navigue dans un CT, un Nelo CT. Ok, ah ouais, donc c'est original ça, parce que de tous ceux que j'ai interviewés, en général, soit ils arrêtent complètement, ou soit ils reprennent un petit peu la compète comme ça, mais par intermittence sans trop s'entraîner. Mais j'ai pas l'impression qu'ils évoluent dans le matériel vers le plus performant, alors que toi, si. Si, oui, si, il faut, si. En plus, voilà, moi, le CT, il me plaît vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un bon bateau. Il est bien réussi je me fais plaisir dedans et du coup, c'est agréable. Enfin, voilà. Après, je navigue pas. C'est très irrégulier, hein. À l'hiver, hein, j'y vais pas souvent, hein. Oui, j'y vais plutôt quand il fait plutôt beau et chaud, mais non, c'est plutôt agréable, voilà, d'avoir du bon matériel. C'est quand même plus sympa pour se faire plaisir. Est-ce que tu as réduit la taille de ta pagaie ou pas du tout non plus? Je pense, ouais, ça doit pas jouer à grand chose, mais non, je vais être dans les mêmes tailles, hein. Je sais pas, je varie un petit peu en fonction de la force du vent là, hein. C'est vraiment, non, ouais, je vais être à peu près dans les mêmes tailles, ouais.
peut-être à 1 centimètre près. Mais après, j'avais pas très grand quand j'étais athlète. J'avais pas une très grande taille de pagaie, donc. Qu'est-ce que tu avais? Aujourd'hui, je pense que j'étais en 2,14, 2,15 peut-être. Et voilà, sur la fin, j'étais plutôt en G-Power, donc c'était voilà, des pagaies plutôt un peu dures, mais voilà, je suis repassé en Braksha, mais je pense que je suis à peu près dans ces eaux-là, quoi, peut-être de 13, de 14, mais Malgré le fait que tu fais plus du tout de musculation aujourd'hui? Ouais. C'est vrai que je fais plus du tout de muscule. Le bateau me suffit, ouais. Pour le moment, j'ai pas trop de soucis d'épaule, donc voilà. T'as déjà eu des blessures avec le kayak, d'ailleurs? Très peu. Voilà, un peu de tendinite aux épaules, hein, un peu, je pense un peu comme tout le monde, mais non, j'ai pas eu de gros soucis. C'est vrai que là-dessus, j'ai été plutôt préservé. Non, j'ai pas eu une grosse blessure qui m'empêchait de m'entraîner et pour lesquelles j'ai dû m'arrêter plusieurs semaines ou plusieurs mois pour faire de la rééducation. Non, c'est vrai que là-dessus, j'ai été plutôt performante. Je sais pas si on peut le dire, mais Aujourd'hui, tu t'entraînes où alors? Tu t'entraînes directement à Vers? non, je m'entraîne à Créteil. Maintenant, comme j'habite pas très loin, j'habite à côté de Créteil et du coup, je suis au club là-bas et je vais m'entraîner là-bas. À Vers, j'y vais de temps en temps. Pas beaucoup moins maintenant, mais j'y vais de temps en temps et quand j'y vais, ouais, c'est toujours un peu plaisant de naviguer sur le lac quand il n'y a pas trop de vent. Le passage justement. Ça arrive qu'il n'y ait pas de vent, hein, que le bassin de l'air soit parfait. Ouais, ça va être bien rare, peut-être tôt le matin dans un bon jour. Non, ça arrive. Plus qu'on ne le croit. Faut pas croire justement aux croyances populaires. Et à Créteil, le bassin est bien? C'est la Marne, ouais, c'est la Marne, donc en fonction des intempéries, voilà, je sais qu'en ce moment c'est un peu, faudrait plutôt prendre un bateau des rivières qu'un kayak de course en ligne, mais il y a un peu de débit quand même, mais donc forcément, en fonction des intempéries, de la pluie, globalement ça va. Après il y a un petit port et du coup il y a quand même des endroits qui sont protégés. Et même s'il y a un peu de courant, en fait, on peut aller dans des endroits protégés. C'est pas l'idéal, mais bon, c'est toujours ça. Et ça permet quand même de s'entraîner tout au long de l'année. Et est-ce que tu t'entraînes encore toute seule? Ça m'arrive, ouais, surtout quand j'y vais le midi. Souvent, là, j'y vais parfois le midi, donc forcément, là, les gens travaillent, hein, mais, donc je suis souvent toute seule. Après les week-ends, non, on est quand même souvent. Voilà, on est tout un groupe et souvent on fait de l'équipage aussi. On fait pas mal d'équipage le week-end. Et est-ce que vous faites de l'équipage aussi au championnat de France? Moi cette année non, j'en ai pas fait. Ça fait 2 ans que j'en fais pas, mais j'ai bon espoir pour l'année prochaine. Que voilà, mes petites collègues elles reprennent un petit peu et qu'elles se remotivent et qu'on puisse faire un caquette de vétérans. Et voilà, j'y crois pour l'année prochaine. Est-ce que ton enfant fait du kayak? Ah, pas du tout, non. Pas du Absolument tout. Pas. Non. Avec 2 parents kayakistes, il fait pas de kayak. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? Ouais, justement, elle doit voir comment c'est galère. Non, elle en fait en Bretagne quand elle est en vacances l'été, mais sinon non, elle fait du tennis. Voilà, ça fait 2 ans qu'elle fait du tennis, donc elle fait du sport, mais non, elle choisit son sport, mais pour le moment le kayak. Donc, je lui ai déjà proposé, mais non, ça a été des non catégoriques pour le moment, donc je sais pas. Tant qu'elle fait du sport, ça me convient. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment dans ta carrière? Différemment, non, pas forcément, non, parce que tout ce que j'ai fait, voilà, ça a contribué à mon évolution et à mes performances, hein, et non, comme je disais tout à l'heure, peut-être que si j'avais peut-être un peu plus réfléchi, peut-être que je serais pas allé au Pôle de Toulouse, mais bon, mais encore, c'est pas non plus, je le regrette pas et ça m'a pas non plus desservi, hein, mais voilà, mais sinon, non, il faut pas regretter, hein, il faut pas regretter ses choix. Puis après, certainement qu'il y aurait peut-être des choses que j'aurais pu faire mieux, différemment, mais ça, on le saura jamais, hein, si ça aurait été mieux.
J'ai l'impression que après toi et Marie, ça a ouvert la porte un peu à la possibilité d'être performante en tant que femme. Avant vous, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de femmes très performantes. Et là, maintenant, on voit qu'il y a pas mal de filles qui performent, qui ont un très bon niveau, etc. Est-ce que toi, Ouais, t'avais des effectivement. personnes des Françaises qui étaient là avant toi et qui performaient vraiment à fond, qui t'ont motivé? Oui, il y avait des Françaises. Après, effectivement, c'est vrai qu'avant nous, je saurais pas dire si qui ont été les médaillés aux Jeux Olympiques. C'est sûr que non, parce qu'on a été les premières, mais en championnat du monde, je pense qu'il y a certainement dû y en avoir, mais toi là, je saurais pas te dire qui avant nous a réussi. Mais effectivement, il y avait, oui, quand j'étais en pôle espoir ou au début du pôle France, il y avait des filles, voilà, qui avançaient et c'était mon objectif, hein, voilà, tout ce qui était. Donc à mon époque, c'était Anne Michaud, c'était Isabelle Boulogne, c'était Nathalie Quenders, c'était Emmanuel Thibault, c'était voilà, c'était des filles, voilà, c'était les meilleurs du moment. Séverine Loyau, Sabine Kleinheinz, voilà, c'était toutes des filles, voilà, qui étaient au top, voilà, les meilleures françaises, quoi. Après, au niveau international, voilà, elles ont certainement dû faire des belles courses, des bons résultats, des médailles, je sais pas, hein, je connais pas assez bien leur palmarès, mais voilà, après voilà, il y a eu toute une vague, voilà, toutes ces filles-là, elles ont quand même arrêté, voilà, dans les débuts des années 2000, donc c'est vrai qu'après il y a eu un peu pas un creux parce que il y a toujours eu des filles, hein, voilà. Et après il y a eu Nathalie Marie, il y a eu Mélanie Chanvillard. Après voilà, avec Marie on est arrivé. Donc voilà, il y a toujours eu un bon, voilà, un groupe de filles. Après effectivement nous on a un peu montré le chemin et aux filles et même aux garçons, hein, parce que ça faisait quand même voilà quelques années qu'il n'y avait pas eu de médaille. Ça faisait 3-4 ans qu'il n'y avait pas eu une médaille en championnat du monde. Voilà, la dernière c'était Babac en 2001, je crois. Et donc c'est vrai qu'on a un peu ouvert la voie des podiums au niveau international, ouais, avec Marie. Et aussi bien, oui, chez les filles, c'est vrai que depuis, effectivement, c'est vrai que là, il y a un bon groupe, ouais, il y a un bon groupe, une bonne émulation dans le groupe des filles. Et c'est vrai que se dire qu'on peut-être on a été à l'initiative de tout ça, c'est plaisant. Est-ce qu'il y a, c'est une question qui me revient, est-ce qu'il y a des séances que tu préférais à d'autres? Notamment par rapport au fait que tu étais explosif, est-ce que tu préférais par exemple les séances vraiment 2C ou ou pas du tout, c'est des trucs que t'aimais pas? Ouais, c'est vrai que oui, plus c'était court et je crois que mieux je préférais, hein. Après non mais le B1, ouais, si c'était c'est pas que j'aimais, mais j'arrivais vraiment à me faire plaisir sur le B1. Après tout ce qui était un peu B2, c'était un peu plus compliqué. C'était une filière un peu j'avais un peu plus du mal à maîtriser, mais dès qu'on repassait, ouais, sur le C, sur de la vitesse, ouais, là, c'était plaisant, ouais. Ça me plaisait, ouais. Après, voilà, c'était un ensemble, hein. C'était un ensemble de séances et c'était tout qui était plaisant, en fait. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des séances, tu maîtrises mieux, tu préfères. C'est vrai que des sprints, c'est plus plaisant que de faire des 2000 en EB2, mais Ouais, ouais, des 2000 en EB2, ouais, c'est moins fun. ouais, j'en ai fait un paquet, donc bon, j'ai eu le temps de voir que ça me plaisait pas vraiment quand même. Par contre, des 10 secondes, des 20 secondes, ça c'est quand même mieux. Ah ouais, des 2000 en EB2, si t'en fais 4 ou 5, t'es dégoûté, hein. Mais bon. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Aujourd'hui, tu t'entraînes combien de fois par semaine quand il fait beau, entre guillemets? Quand il fait beau, ouais, quand il fait beau, je peux faire 4-5 séances par semaine, mais voilà, ça dure pas longtemps. Non, c'est très irrégulier. Voilà. Enfin, après, je cours encore un petit peu. Je pense beaucoup moins que dans un moment là quand j'ai repris avec mes collègues, mais voilà, quand même cet hiver, j'ai quand même plus couru que fait du bateau. Mais voilà, en fait, c'est très irrégulier. Je vais pouvoir peut-être faire pendant un mois, je vais faire 2-3 footings par semaine, et puis après pendant un mois, je vais pas faire de sport du tout et reprendre.
Donc c'est très irrégulier, quoi. Ah ouais, et t'as pas ce manque quand tu fais pas alors? Pas plus que ça, non. Non, c'est bon, après en plus là, c'était voilà, je vais apprendre à personne que ces derniers mois ça a été un petit peu compliqué un peu pour tout le monde, mais voilà, en plus voilà, je fais beaucoup de télétravail, c'était voilà, en termes d'organisation, enfin voilà, j'aurais pu avoir le temps, mais voilà, c'était un petit peu dur à gérer tout ça, donc niveau boulot, avec le télétravail, avec voilà ma fille, avec finalement François qui était encore pas mal parti en stage malgré tout. Et du coup, ouais, c'était une période un peu compliquée à gérer, mais bon, là maintenant avec le soleil qui revient, ça va mieux. Je me permets une question personnelle. François est entraîneur, donc il est pas souvent là, il est souvent en stage, effectivement. C'est ça. C'est comme une relation à distance. Ouais, on peut dire ça, ouais. Pas dire oui. Je sais pas si ça va lui faire plaisir d'entendre ça, mais non, bah effectivement, il est beaucoup parti. C'est voilà, c'est une organisation à avoir. Hein. C'est pas simple ni pour lui ni pour moi, hein, parce que voilà, pas voir sa fille grandir la moitié de l'année, c'est voilà, j'imagine que c'est pas facile. Moi après moi toute seule à la maison avec elle, bah, effectivement faut aussi gérer. Et, voilà, maintenant elle est un peu plus grande, ça devient un peu plus facile entre guillemets, mais c'est vrai que quand elle a été bébé, c'était un peu compliqué, ouais. Ça a été un peu compliqué, mais bon, je m'en suis sortie pas trop mal, je pense pour le moment. Bon, aujourd'hui, tu travailles dans quoi? Toujours dans la gestion ouais, je suis dans un service comptable à la RATP. Donc voilà, donc je peux pas faire plus parisienne que moi maintenant. Et comment est cette vie parisienne alors comparée à Toulouse ou à Dijon? Est-ce que tu t'y fais? Ouais, je m'y fais, ouais. C'est vrai qu'en plus, ce qui est, enfin, je sais pas si c'est rigolo, mais en fait aussi j'avais un peu choisi Toulouse en me disant non mais moi la région parisienne, je veux pas en entendre parler, jamais j'irai, c'est pas pour moi. Et au final, ben voilà, j'y suis. J'y suis. J'ai un travail d'une entreprise bien parisienne dans une entreprise bien parisienne et au final, ben on s'y fait. Hein. Après, je crois que j'ai aussi la chance d'habiter dans une petite ville vraiment très sympa, en bord de Marne, pas très loin du bois de Vincennes. Voilà, je pense qu'on n'est pas à plaindre. On est vraiment dans un bon quartier. Voilà, on est bien lotis et du coup, on s'y fait et c'est pas voilà, il y a pas que des bons côtés, hein. Dès que tu veux bouger, que tu prends la voiture, tu maîtrises pas ton temps de trajet. Ouais, Hein, donc, tout à fait. voilà, c'est un peu ça, mais sinon non, c'est plaisant, c'est agréable. J'arrive un petit peu au bout de mes questions. J'ai deux petites questions pour finir. Une que j'ai rajoutée récemment, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a fortement influencé durant ta carrière et que tu pourrais nous conseiller? Si tu lisais des livres. Influencé, non, Pas pas plus que ça. forcément, non. Un film? Oui, je lis un film non plus. Je regarde, mais après qui m'ont influencé, non, je peux pas dire ça, non. Après, voilà, j'aime bien lire, hein, mais je crois pas qu'il y ait de livres qui m'aient influencé, non, et de films non plus. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que toi tu souhaiterais entendre dans le podcast? Ouais, bah, t'as déjà fait beaucoup, hein, t'as déjà eu beaucoup d'interviews. Mais après, bah, comme je te dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme ça a été un peu le déclencheur de mon rêve, on va dire, Philippe Aubertin. C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un peu son ressenti sur sa carrière. Et après, bah, voilà, tous les noms des filles que je t'ai cités tout à l'heure, voilà, tout ce qui est Anne Michaud, voilà, Emmanuel Thibault, enfin Emmanuel Barbet, voilà, je sais que je me suis beaucoup entraîné avec elle, donc c'est vrai que ça a été aussi un peu mon moteur, voilà, quand je suis arrivé mes premières années sur Pôle France, fin de Pôle Espoir et début de Pôle France, où voilà, je me suis entraîné beaucoup avec elle, il y avait aussi beaucoup, on s'entraînait aussi beaucoup avec des canoës,
Voilà, parce qu'on avait le même niveau, hein, le kayak dame, canoë homme, ça va à peu près à la même vitesse. Donc du coup, il y avait quand même souvent aussi des canoës dans le lot. Donc Laurent Barbet, puis Sylvain Hoyer. Je me suis beaucoup entraîné aussi avec lui, qui a été qui fait partie de la famille Hoyer, qui est quand même connu et reconnu dans le monde du canoë français. Donc Sylvain, Laurent, et puis tout Anne Michaud, Isabelle Boulogne, Séverine Loyau aussi, ça a été elle avait couru aux Jeux d'Atlanta en K2 avec Sabine Clanens. Donc les deux aussi, ça pourrait être intéressant d'avoir leur ressenti sur sur toute cette période. La période un peu d'avant. J'ai noté tous les noms, mais je sais pas si j'arriverai à contacter tout le monde. Ah ouais, à contacter tout le monde, non. C'est sûr que après il y en a qui sont encore un peu dans le milieu. Je sais qu'Isabelle Boulogne, elle est, c'est Isabelle Gégou maintenant, mais elle pareil, elle navigue toujours. Elle fait toujours les championnats de France. Je l'ai toujours vue sur le bord des bassins, quoi. C'est des noms entre guillemets de mon enfance, quoi, mais elles sont toujours là. Ok, cool. J'arrive au bout. Est-ce qu'il y a des sujets, si jamais, qu'on n'a pas abordé, que tu souhaitais aborder, sur lesquels tu souhaitais revenir? Non, on a quand même balayé pas mal de choses. C'était intéressant. Ouais, c'est toujours surprenant de revenir a posteriori sur ce qu'on a fait. Ouais. Puis oui. Puis c'est vrai que maintenant, je pense aussi maintenant que j'ai arrêté depuis longtemps, je pense que j'ai un autre regard que sur ma carrière qu'un athlète qui est encore en activité. Je pense que si j'avais été en activité, très certainement j'aurais pas eu les mêmes réponses, mais j'ai un regard, je pense très certainement critique sur ce que j'ai fait, sur mon parcours, et j'ai sûrement une autre analyse que quand j'étais dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y avait, j'ai une dernière question, un défaut technique que tu as gardé tout au long de ta carrière, malgré le fait que tu te sois acharné dessus pour le gommer? J'en ai sûrement des défauts, mais je les vois pas comme ça, non. Non, c'est peut-être un peu ma poussée de jambe qui n'était pas forcément la meilleure qu'on puisse avoir. Mais est-ce qu'à ton époque, on travaillait beaucoup les jambes en musculation, parce que j'ai l'impression que ça arrivait un peu plus tardivement, non? En fait, moi, je suis arrivé en pôle espoir en même temps que Karsten Neumann, qui était donc l'équivalent du directeur du DEF, quoi, ce qu'on appelait à l'époque dans un moment le DEF, et du coup c'est lui qui a beaucoup mis ça en place, toute la partie préparation physique, tout ce qui était musculation, course à pied. Il y avait énormément de tests de musculation. J'aurais pu te dire la fréquence, mais ça devait être, je sais pas, tous les 2 mois ou 2 mois et demi, on devait faire donc des tests donc de musculation. Donc ça consistait à faire donc des 2 minutes en développé couché et en tirade planche. Alors les poids, je me rappelle plus combien c'était, mais ça devait être autour, je sais pas, peut-être 30, 40 kilos. Et en fait, il fallait faire le plus de reps possible en 2 minutes. Donc en fait, il y avait les entraîneurs qui comptaient 1, 2, 3. Donc c'était et du coup, on travaillait. Et c'est vrai que c'est lui qui a avant, je sais pas trop comment c'était, hein, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir la vie des un peu plus anciens. Mais c'est lui qui a mis, en tout cas moi quand je suis arrivé, il a mis tout ça en place, toute cette partie conditions physiques, et je pense que très certainement ça m'a aidé dans la suite de ma carrière, toute en fait l'endurance en musculation aussi, qui était importante pour lui, et je pense que ça m'a servi, je pense que ça m'a servi de bonne base pour la suite, pour mettre en place, pour après développer la force, la puissance, et je pense que c'était des bonnes bases. Et est-ce qu'il y avait des tests de muscu sur les cuisses? Non, c'était vraiment que ça, que développé couché, tirade planche, et
et un 5000 en course à pied. Donc ça, c'était vraiment ma hantise parce que je détestais et pour moi, c'était un vrai calvaire. Et il y avait aussi, alors pas tout le temps l'hiver, il y avait que ça. Et après, l'automne et au printemps, il y avait aussi des tests bateau. Justement, je crois qu'il y avait un 2000 mètres à faire. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire beaucoup de 2000 mètres et me rendre compte que ça me plaisait pas. Et peut-être un 500 ou un 200, je me rappelle plus. Il y avait des tests bateau et des tests plus prépa physique. Et souvent les stages, c'est pas souvent, c'était même les stages de préparation physique, donc voilà, que ce soit du ski de fond, principalement du ski de fond, donc pour l'hiver, la sélection était faite sur ces tests physiques. Donc moi à cette époque-là, j'étais pas très très forte en muscul. Alors la course à pied, je viens de dire que c'était un calvaire, donc j'étais pas très forte non plus. Donc j'étais rarement sélectionnée, au moins dans les premières années. Hein, mais après la pluie était là et ça a été modifié, mais je crois que malgré tout, ça a bien posé les bonnes bases pour moi. Là, je suis arrivé, quand j'ai commencé à muscu, j'ai commencé un peu avec son programme et je crois que ça m'a bien aidé. Et tu sentais qu'en bateau, ça t'aidait à fuser plus? Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Non, mais voilà, en fait, c'était un tout, quoi. C'était, de toute façon, comme je te disais, hein, avant d'arriver au Pôle Espoir, j'avais jamais fait de muscu, donc forcément, là, quand j'ai commencé, forcément, après, ça allait un peu mieux en bateau, j'ai commencé à muscu, j'ai commencé à faire, de la natation, à faire vraiment un peu plus de conditions physiques aussi, donc forcément, ça, tout mis bout à bout, ça fait que en bateau, ça progresse. Hein. Et aujourd'hui, ça te manque pas justement ce rythme un peu d'entraînement hyper intensif, volumineux? L'entraînement, pas du tout. Ah non, absolument pas. Ah non, non. Après, ce qui peut manquer un petit peu, c'est un peu la partie compétition. Un peu cette ambiance de compétition, le stress d'avant-compétition, toute cette préparation, et puis de savoir si on va réussir ou pas. Ça peut un petit peu manquer, mais alors non. L'entraînement, non, ça me manque pas du tout. Il y a pas de compétition justement internationale pour les vétérans? Si, ça existe. Si, ça existe. Bon bah alors, voilà. Oui, j'ai encore pas passé le cap, mais si, ça existe. Il y a des championnats du monde, master, je crois. Mais non, ouais, faudrait que je me penche sur la question. Mais bon, je pense quand même au niveau international, il y en a qui peuvent quand même s'entraîner encore beaucoup et beaucoup plus que moi. Mais pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Bon bah cool. Bon bah on arrive au bout. Merci encore de ton temps, Anne-Laure. De rien, c'est moi qui te remercie. Je t'aurais finalement eu après tout ce temps d'attente. C'est ça, voilà. Il fallait être persévérant. Oui, bah j'étais pas pressé. Je me disais que si j'avais François après les Jeux, je t'aurais juste après. Voilà, exactement. Je l'ai devancé quand même. Et bah super. Et bah si jamais il y en a qui souhaitent te contacter, comment peuvent-ils te contacter? Me contacter? Ouais. Est-ce que je mets ton Instagram ou un Facebook? Oui, c'est ça. Je suis sur Facebook et Insta. Ouais. Ok, bah je mettrai les liens directement. Ça y a pas de souci. Et bah super. Et bah merci à tous d'avoir écouté et à bientôt. Ouais, bah merci à toi. C'était très intéressant, très sympa. Ouais, avec plaisir. Salut à tous. Ouais, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.